Voilà. Donc, nous allons commencer par, voilà. Merci. Je vais tout de suite donner la parole à Hajar El Menabdi et surtout, il faudrait passer à la slide suivante pour que je puisse présenter sa bio, si vous voulez bien. Voilà. Donc, Madame El Menabdi, vous êtes enseignante de français basée à Casablanca et doctorante en sciences de l'éducation. Vous exercez également en tant que professeur vacataire à l'Université Hassan II, où vous avez dispensé des modules de soft skills et parallèlement, vous enseignez à l'École supérieure de l'éducation et de la formation à Berechid, où vous formez des futurs enseignants, ce qui nourrit votre réflexion sur les pratiques pédagogiques et bien sûr la posture professionnelle. Vos recherches portent sur des stratégies motivationnelles et l'intégration d'outils immersifs dans l'enseignement du français en contexte marocain. Et vous avez un intérêt particulier pour la didactique de l'oral et nous vous écoutons pour 20 minutes suivies de 5 minutes de questions. Merci à vous de prendre la main. Merci. Alors, vous arrivez toujours à m'écouter? C'est bon pour l'audio? Ok, Oui. parfait. Ok. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et je tiens à remercier chaleureusement les organisatrices aussi pour la qualité de cet événement scientifique, alors qui nous offre aussi l'opportunité de réfléchir collectivement aux mutations des pratiques didactiques à l'ère du numérique. Alors, voilà. Donc, je vais essayer un peu de partager mon écran pour pouvoir un peu, voilà, c'est bon, c'est partagé. Oui, tout va bien. Ok, ça marche, ok. Donc, à travers cette communication, nous nous proposons d'examiner la question de l'enseignement de l'oral en classe de français langue étrangère. Alors, dans le contexte, bien évidemment, d'un lycée public marocain situé à Casablanca, en mettant l'accent sur les stratégies motivationnelles et l'apport des outils d'intelligence artificielle immersifs. Donc, effectivement, l'enseignement, alors là, je vais passer, voilà. Donc, effectivement, l'enseignement de l'oral constitue aujourd'hui un enjeu majeur dans le système éducatif marocain. Malgré les orientations officielles valorisant les compétences communicatives, un décalage persiste entre les prescriptions institutionnelles et les pratiques effectives en classe. Alors, effectivement, les apprenants, ils restent souvent passifs, peu enclins à prendre la parole et ils manifestent une anxiété langagière importante face aux activités orales. Alors, dans ce contexte, justement, donc, puisqu'on parle toujours de cette anxiété langagière, donc qui dit anxiété langagière, alors on parle bien évidemment d'une anxiété linguistique. C'est cette peur de moquerie ou bien aussi de jugement sur l'accent qui se manifeste beaucoup dans les classes marocaines. Chose qui est un peu qui justifie ce mutisme défensif qu'on trouve ou bien qu'on remarque à chaque fois. Alors justement ce retrait social et ce refus de la prise de parole publique. Alors de sorte que ça donne une stagnation cognitive. Alors, de la dernière recherche, bien les dernières statistiques, ils avaient montré qu'il y a un blocage persistant au niveau justement des apprenants lycéens qui se bloquent toujours au niveau A1, voire même A2. Alors, de sorte aussi que nous avons tout un sentiment qui se renforce, c'est le sentiment de la peur et aussi cette anxiété qui augmente au fur et à mesure dans les activités de l'oral. Alors, grosso modo, l'anxiété langagière, il affecte à la fois alors, le niveau linguistique et aussi le niveau, et il affecte aussi son identité avec les interlocuteurs à travers l'activité de l'oral. D'accord? Alors, dans ce contexte, voilà, avant. Voilà. Alors, toujours dans ce contexte hétéroglotte, le débat il apparaît comme un dispositif didactique particulièrement pertinent, permettant de mobiliser les compétences linguistiques, cognitives et interactionnelles surtout. Cependant, son efficacité dépend fortement des conditions pédagogiques, notamment les stratégies motivationnelles mises en place par l'enseignant et l'intégration réfléchie des outils numériques. Alors, dorénavant, surtout avec nos classes de français et de FLE, on ne peut pas justement nier l'utilisation de l'intelligence artificielle qui s'améliore de plus en plus. Alors, face à ce constat, alors nous articulons la problématique suivante. Dans quelle mesure l'intégration de dispositifs numériques immersifs combinés à des stratégies motivationnelles permet-elle d'optimiser la performance orale des élèves à travers l'activité du débat? Donc, à travers cette problématique, on cherche justement à montrer l'impact et des stratégies motivationnelles et aussi de l'intelligence artificielle pour optimiser la qualité de la performance orale.
Alors, nous articulons ensuite les trois hypothèses. Nous estimons tout d'abord que l'articulation entre la motivation pédagogique et l'intelligence immersive, alors il va bien évidemment favoriser il va favoriser l'engagement des apprenants. Alors ensuite, l'utilisation de ces outils améliore significativement la fluidité, voire même aussi la stratégie et la richesse argumentative des apprenants. Et troisièmement, nous estimons, ou bien nous présumons, que l'intégration d'un dispositif numérique réduit l'insécurité linguistique et aussi elle renforce ce sentiment d'auto-efficacité des élèves. Et puisqu'on part toujours de ce sentiment d'auto-efficacité, j'aimerais bien un peu qu'on s'étale sur la partie théorique, alors qui essaie un peu de combiner les trois théories complémentaires, mais aussi les trois théories fondatrices. Alors, tout d'abord, on commence avec la théorie de l'autodétermination de Deci et de Ryan. Alors, cette théorie-là, elle met en évidence le rôle des besoins de un, l'autonomie, aussi le besoin de compétence et le besoin d'appartenance. Alors, justement, dans le développement de la motivation. Cette approche déplace le curseur de la motivation extrinsèque, à savoir les notes ou bien les punitions, vers une motivation intrinsèque durable. Donc, la deuxième théorie, c'est la théorie de l'auto-efficacité de Bandura. Donc, c'est une théorie là où on peut expérimenter la maîtrise dans un cadre sécurisé et aussi la réussite elle pourrait être validée justement pour remplacer la peur. Alors, autrement dit, on pourrait dire que cette théorie, alors, elle stipule l'intégration d'une intelligence artificielle immersive visant à altérer la perception de l'insécurité linguistique en offrant un environnement d'apprentissage moins intimidant. Et finalement, c'est la troisième théorie, c'est la théorie de l'étayage numérique de Bronner, alors qui s'inspire aussi de la théorie de Lev Vygotsky et qui stipule, alors là, justement, dans ce contexte de recherche, on pourrait justement la mettre avec l'idée que l'intelligence artificielle pourrait agir comme un tuteur numérique qui réduit la charge cognitive en fournissant instantanément le lexique et les connecteurs logiques nécessaires. Donc, ce soutien permet à l'apprenant de franchir sa zone de développement proximal et en se focalisant sur la cohérence de son discours plutôt qu'à sa recherche laborieuse des mots. Donc là, on est toujours dans la partie un peu théorique de la recherche. Là, je vais passer à la méthodologie. Donc, durant à peu près ces 2 derniers mois, j'ai pu faire trois outils, ou bien trois recherches. La première, elle reposait sur l'observation. Donc, c'était à peu près une approche expérimentale. Et puis, des entretiens et aussi des questionnaires avec les élèves pour un peu voir ou bien dégager leur perception sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors voilà, donc grosso modo, la recherche, il adopte une approche qualitative à visée comparative. Donc il a été mené auprès de 82 lycéens, donc c'est toujours à Casablanca. Donc le choix du terrain, c'était des élèves du tronc commun scientifique, donc c'était des troncs communs bio, et justement dans un lycée toujours public marocain. Alors, pour le contexte, nous avons choisi un débat, la thématique sur l'impact des fréquentations. Donc, c'était un sujet qui a été tiré de l'étude de la nouvelle fantastique, Le Chevalier Double. Et voilà. Donc, pour le protocole expérimental, donc, il s'articule autour de trois phases. La première phase, c'est la phase diagnostique. Donc, c'est l'état brut, aucune stratégie motivationnelle ni aide numérique. Donc, c'était à peu près la première phase pour le premier groupe. Donc, cette phase, c'était sans intervention spécifique, visant à observer les comportements spontanés des élèves. Et puis, donc la deuxième phase, c'était la phase pour le deuxième groupe, c'était la phase de remobilisation. Donc, à travers cette phase-là, nous avons essayé un peu d'inculquer quelques techniques ou bien quelques stratégies motivationnelles, à savoir le feedback positif, à savoir aussi la valorisation des efforts et les récompenses symboliques. Et la troisième phase, c'était la phase justement de l'intégration, c'était la phase immersive, de l'intégration des outils d'intelligence artificielle, notamment via des agents conversationnels. Donc des observations de classe, aussi des questionnaires auprès des élèves et des entretiens avec des enseignants ont permis un peu de collecter les données pour bien mener cette recherche-action. Alors, donc là, je vais commencer avec l'interprétation des résultats de la première phase. Donc, c'était la phase diagnostique ou bien la phase brute. Donc, on est toujours dans l'état brut. Alors, lors de cette première phase, qui a été caractérisée par l'absence de toute intervention motivationnelle ou numérique, les observations, elles révèlent une participation très limitée. Donc, la majorité des élèves, ils adoptent une posture de retrait. D'accord? Alors, il a été marqué par le silence. Ensuite,
Donc, il y avait aussi, d'après mon observation toujours, il y avait aussi cet évitement du regard et une forte hésitation à prendre la parole. Donc, les rares interventions observées sont généralement le fait d'un petit groupe d'élèves considérés comme les plus performants normalement dans la classe. Alors, ces prises de parole demeurent toutefois brèves, peu structurées et souvent entrecoupées d'hésitations. Alors, ce qui traduit une insécurité forte linguistique qui se manifeste par cette peur du jugement fortement ancrée dans la classe du FLE. Donc là, pour les constats cliniques, il s'agit tout d'abord d'une paralysie discursive. Alors, je vais essayer un peu de... Il y a l'icône qui me bloque. Ok, voilà. Donc, il y a une majorité silencieuse qui refuse de s'engager. Puis, il y a une inégalité de parole. Donc, l'interaction, elle est monopolisée par une poignée d'élèves. Et troisièmement, il y a une dépendance d'autrui. Donc, c'est la répétition stricte des propos des pairs, c'est la redondance. Donc, il y avait quelques élèves qui étaient en train de reproduire les idées de leurs camarades. Donc, l'interaction n'est pas un simple transfert d'informations, mais plutôt c'était un réseau d'influence réciproque. C'est la chose un peu qui explique cette dimension socio-constructiviste de, bien évidemment, de la compétence orale. Alors là, je vais passer à la deuxième phase. Donc, c'est la phase là où nous avons intégré uniquement les stratégies motivationnelles, à savoir la valorisation des efforts, aussi les récompenses et aussi justement l'idée de bien motiver les élèves. Alors, pour la phase 2 de la remobilisation, c'est là où on va rompre la glace. Donc, durant cette deuxième phase, à travers l'introduction des stratégies motivationnelles, donc cette deuxième partie-là, elle entraîne une transformation notable de cette dynamique, puisqu'on est toujours dans l'effet de l'oral, il faut bien évidemment évoquer le côté du dynamique, le côté à peu près de flexibilité aussi. Donc, on observe une augmentation progressive du nombre d'élèves impliqués dans l'échange oral. Donc, cette évolution s'explique notamment par la mise en place d'un climat de classe plus sécurisant par l'enseignant et aussi favorisant l'expression sans contrainte de sanctions ou bien de moqueries. Alors, les mécanismes de valorisation tels que le renforcement positif ou les récompenses symboliques contribuent à encourager la prise de parole, même chez les élèves initialement réticents. Sur le plan qualitatif, les interventions y deviennent plus fréquentes et légèrement peu développées, bien qu'elles restent encore limitées sur le plan argumentatif. Donc l'anxiété ne disparaît pas totalement, mais elle tend à diminuer, laissant place à une implication plus visible des apprenants. Donc c'est à partir justement de ce schéma-là, on commence tout d'abord par une canalisation. Donc c'est la clarification des besoins d'apprentissage qui ont été articulés par l'apprenant au début de la séance. Après, c'est l'élaboration, donc c'est la création d'un projet de parole. Donc là, il y avait bien évidemment les deux parties contraires, la partie thèse et puis la partie antithèse, les adjuvants et les opposants à travers le débat. Et troisièmement, c'est à peu près cet effet d'instauration de la motivation instrumentale. Donc l'effort est lié à la réussite du débat, c'est le bonus. Donc d'après mon observation, l'enseignant, il avait proposé justement des plus 1. Donc c'était des bonus pour les personnes qui vont plus, bien évidemment, réagir avec les camarades. Et finalement, ça aussi favorise en quelque sorte le sentiment d'autonomie et aussi la production des arguments. Mais le résultat final, c'était toujours le silence, certes, il est brisé, l'engagement, il augmente, mais la fluidité reste un peu toujours freinée par la charge cognitive. Alors là, je vais passer à la troisième phase. Donc, pour la troisième phase, c'est la phase immersive, c'est-à-dire c'est l'immersion, on va utiliser, ou bien on va recourir à l'intelligence artificielle. Cette fois-ci, c'est de l'étayage cognitif. Alors, la troisième phase, elle a été marquée par l'intégration des outils d'intelligence artificielle, constituant un tournant décisif dans les résultats observés à travers la première et la deuxième phase. Donc, la participation devient non seulement plus élevée, mais également plus homogène au sein du groupe classe. Donc les élèves semblent davantage disposés à prendre la parole, y compris ceux qui étaient initialement en retrait. Alors, et cette évolution s'accompagne d'une amélioration significative de la qualité des productions orales. Les discours gagnent en fluidité, en richesse lexicale surtout, et en structuration argumentative. Les apprenants mobilisent plus aisément les idées, construisent des arguments plus cohérents et parviennent à interagir de manière plus dynamique avec leur pairs. D'accord? Alors, je vais essayer un peu de résumer les trois parties. Donc, voilà.
Donc l'évolution à travers bien évidemment une matrice. Donc cette amélioration à partir de la phase 1 à la phase 3, donc elle peut être interprétée comme le résultat d'un double effet. Donc effectivement, les stratégies motivationnelles continuent de jouer un rôle stabilisateur en réduisant l'anxiété et en renforçant la confiance en soi. D'autre part, les outils d'intelligence artificielle, ils agissent comme un support cognitif facilitant l'accès aux idées et aussi à la formulation linguistique. En fournissant des suggestions d'arguments et des structures discursives, ces outils permettent aux élèves de dépasser le blocage initial, souvent lié à un manque d'inspiration ou de vocabulaire. Alors toutefois, cette phase met en lumière aussi certaines limites. En effet, une observation attentive révèle que certains élèves, ils adoptent une posture de dépendance vis-à-vis des outils numériques. Alors, ils ont tendance à reproduire les questions, les réponses générées, alors sans les reformuler ni les comprendre en profondeur. Et et ce qui peut conduire à une appropriation superficielle des contenus. Donc, ce phénomène souligne l'importance d'un accompagnement pédagogique rigoureux visant à encourager une utilisation critique et réflexive de l'intelligence artificielle. Donc, face à ces limites, donc on s'est posé un peu des questionnaires sur aussi la perception des élèves, de ces apprenants, de ces lycéens, sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'apprentissage de la langue française ou bien aussi dans les activités orales surtout. Donc, à travers le questionnaire, voilà. Donc, à travers le questionnaire, c'est à peu près, on est en train de, voilà, d'interpréter la voix des élèves, d'accord? Alors, à travers ce questionnaire, nous avons tout d'abord, voilà, déduit que 43% des élèves, ils adoptent plus ou moins un avis favorable. Pour eux, l'intelligence artificielle, c'est une aide facilitante, alors que 27%, c'est plus ou moins, donc c'est un usage intermédiaire, c'est un usage occasionnel. Et 20%, ils adoptent aussi un avis ou bien une opinion complètement défavorable sur l'intelligence artificielle. Pour eux, ils préfèrent plus ou moins l'approche classique du débat classique. Et 8%, ils avaient normalement choisi de ne pas répondre à cette question dans le questionnaire. Alors, les données issues des questionnaires, elles confirment ces observations. Une proportion importante d'élèves expriment une perception positive de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'apprentissage, mettant son rôle facilitateur et rassurant, surtout pour la partie de la chasse aux idées, comme j'avais vu normalement dans la séance du débat. Néanmoins, donc nous avons une majorité, ou bien aussi une minorité, excusez-moi, puisqu'il s'agit bien évidemment de 20%. Donc une minorité non négligeable, il manifeste des réserves, alors notamment en ce qui concerne le risque de dépendance ou de perte d'autonomie. Donc chose que j'avais interprétée avec un concept ou bien une métaphore. C'était la métaphore de Emily Bander dans les grands modèles linguistiques en 2021. Donc c'était la métaphore du piège du perroquet un peu stochastique. Donc c'est ça le vrai danger de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors la dynamique technologique rencontre une limite structurelle. Donc le risque tout d'abord, c'est la restitution aveugle. Donc il y avait quelques élèves qui faisaient du copier-coller des arguments sans vraiment les contextualiser alors dans le débat ou bien dans le sujet du débat. Donc la lecture, elle était sans appropriation cognitive et la génération de textes sans contresens, avec un contresens, et l'élève, il devient un consommateur passif et dépendant à l'intelligence artificielle. Donc pour la solution, il faut bien évidemment voilà, faire ce filtre cognitif ou bien mettre en œuvre ce filtre cognitif pour mieux maîtriser le prompting, c'est-à-dire il faut contextualiser le sujet par rapport à la requête et aussi une exigence de reformulation par l'enseignant. Donc c'est là où on peut voir ce côté humain. Donc on ne peut pas toujours travailler avec l'intelligence artificielle et nier la présence de l'enseignant dans une activité orale. Alors, et finalement, l'intelligence artificielle, elle est comme un outil de provocation d'idées, mais pas comme une prothèse. C'est-à-dire tout simplement, l'intelligence artificielle, c'est un outil et non pas justement toute la posture enseignante pour travailler. Alors Oui, là, il va falloir conclure si vous voulez bien, en 1 minute. il reste 1 minute. Ok, donc il reste encore la perspective des enseignants. Ok, je vais conclure. Ok, je vais conclure. Alors, donc là, c'était pour la partie discussion, pour revisiter un peu le paradigme ou bien pour revisiter la pyramide rigide de Bloom, puisqu'on est dans toujours cette ère numérique, pourquoi ne pas un peu, voilà, donc je ne vais pas dire le mot changer, mais revisiter au lieu de toujours s'intéresser à se rappeler, comprendre, appliquer, pourquoi ne pas justement mettre en œuvre, sélectionner, créer, évaluer et naviguer. Donc voilà pour la conclusion, je vais essayer d'être brève. Alors en conclusion, alors,
la conclusion générale de tous les résultats. Donc, les résultats, ils confirment que la performance orale ne dépend pas uniquement des compétences linguistiques, mais également des facteurs affectifs et motivationnels. Et l'intelligence artificielle, elle agit comme un facilitateur en réduisant la charge cognitive et aussi en soutenant la production des idées. Toutefois, son utilisation elle doit être accompagnée pour éviter une appropriation superficielle des contenus. Donc, l'incorporation des instruments numériques modifie le paradigme éducatif traditionnel en privilégiant une approche pédagogique plus adaptée et axée sur l'apprenant. Ces outils ne se limitent pas à l'individualisation des trajectoires d'apprentissage, ils jouent aussi le rôle de facilitateur de collaboration, fournissant aux intervenants éducatifs des espaces virtuels favorables à l'élaboration commune des projets, à un échange renforcé entre les pairs. Alors, en conclusion, cette étude met en évidence l'intérêt d'une approche intégrée combinant les stratégies motivationnelles, entre parenthèses humaines, et les outils numériques immersifs, entre parenthèses, l'intelligence artificielle. Une telle approche permet de transformer les pratiques d'enseignement de l'oral en favorisant un apprentissage actif, participatif et confiant. Cependant, l'efficacité de ces dispositifs repose sur un équilibre entre accompagnement pédagogique et autonomie de l'apprenant afin de garantir un développement durable des compétences orales. Donc finalement, la technologie libère les mots, mais seule est la pédagogie qui libère la confiance. Et voilà, et merci de votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation. J'en profite pour vous applaudir au nom de tout le monde. Et écoutez, c'était très intéressant. Nous avons déjà deux questions dans le chat. Je me permets D'accord. de vous les poser si vous voulez bien. Ok, Alors, je vais on a une question méthodologique. Avez-vous mis en place un dispositif de comparaison entre vos groupes? Donc, plutôt une démarche expérimentale avec groupe contrôle ou pré-post objectivé? Oui, donc c'était déjà l'approche, c'était une approche comparative c'était normalement trois groupes. Le premier groupe, c'était un groupe brut, sans intervention motivationnelle, sans l'intelligence artificielle. Et puis le groupe numéro 2, c'était normalement un groupe avec qui on a utilisé plutôt l'intelligence, on a utilisé les stratégies motivationnelles. Et le troisième groupe, c'était un groupe là où les élèves, ils avaient recours à l'intelligence artificielle. Donc le but, c'était bien évidemment d'adopter cette approche comparative pour un peu stimuler ou bien pour un peu voir l'effet alors de l'effet humain, à savoir les stratégies motivationnelles et leur impact aussi avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. D'accord, merci. Je continue avec une autre question qui Oui. vient interroger, comment dire, la question de transfert en fait. Euh, donc, comment est-ce que vous avez réussi à mesurer qu'il y avait réellement une diminution de l'anxiété langagière? Est-ce que, par exemple, vous avez pu mesurer qu'en parlant avec leur père, cette anxiété avait diminué? Puis la question qui est posée, en fait, c'est de savoir si l'IA agit comme un espace sécurisé, hein, selon vos mots, ou une forme d'illusion de sécurité. Comment est-ce que vous voyez ça aujourd'hui, Alors, après oui, du... personnellement parlant, et toujours d'après ma pratique, je vois que l'IA, il donne plutôt cet effet d'illusion. Donc, on ne peut pas vraiment vivre dans cette sécurité à travers un monde virtuel. C'est ça le paradoxe. Donc, le paradoxe, c'est le virtuel ou bien la théorie ou bien le prompting de l'intelligence artificielle ne peut pas vraiment donner cet effet concret de la réalité. Donc, certes, c'est un outil qui peut aider, mais il ne peut jamais offrir l'environnement sécurisant qui, normalement, il doit être établi par l'enseignant, par la présence humaine, par le contact humain entre l'élève et l'enseignant. Et permettez-moi, s'il vous plaît, de... Alors, c'était quoi la deuxième question, s'il vous plaît? Non, mais est-ce que vous avez pu mesurer finalement une réduction de leur anxiété langagière quand ils discutent avec leur père, c'est-à-dire quand on Oui. enlève le Oui, donc dispositif? c'était tout d'abord la discussion entre les pairs, mais c'était surtout cette prise de parole qui s'augmente. Parce que là, ils étaient outillés, autrement dit, ils étaient armés, ils avaient leurs arguments. C'est la chose un peu qui avait augmenté leur confiance en soi. Ils arrivaient à parler, ils arrivaient aussi à donner leur point de vue et à débattre. Donc c'est là où j'ai pu un peu mesurer cet effet de comment l'anxiété, justement, elle a diminué à travers le débat. D'accord, merci. On a deux questions avec des réponses Oui, rapides, si vous pouvez. ok. Euh, Oui. alors, est-ce que vous pouvez revenir sur l'usage de l'IA avec les apprenants et comment, dans votre recherche, vous avez réussi à dégager et mesurer les variables dont vous avez parlé? Tout à l'heure, vous parliez de confiance, de fluidité.
Alors, c'était dans l'observation. Alors, comme je vous ai dit, j'avais fait de l'observation exploratoire. Donc, c'était cet engagement, c'était cette dynamique qui s'installe. Comment les élèves, ils étaient plus motivés pour prendre la parole. Et qui dit débat, il dit normalement, on peut sentir, nous les enseignants, on peut sentir cette présence, on peut sentir ce dynamisme qui commence un peu à prendre de l'ampleur dans notre classe. Donc, il y a toujours la partie thèse qui va à chaque fois trouver des contre-arguments pour la partie antithèse. Et à chaque fois, par exemple, il y a un élève qui trouve un contre-argument, et il y a tout le groupe qui s'excite et que commence un peu voilà, donc on parle à haute voix, ainsi de suite. Donc c'est là où j'ai pu mesurer, c'était à travers leur interaction, comment ils avaient réagi normalement avec l'activité, comment c'était à travers le non-verbal surtout. Donc c'était, voilà, donc ils étaient vraiment motivés, ça se voit à travers leur, aussi à chaque fois par exemple qu'ils trouvent un contre-argument, ils se disent, bah non, c'est comme s'ils avaient un peu échoué le débat, donc c'est là où j'ai pu mesurer, c'était à travers le non-verbal. Mais pour le côté un peu verbal, c'était avec la qualité des arguments, c'était la qualité du lexique, la qualité à peu près des mots qu'ils utilisaient. Parce que à la base, ils utilisent normalement un français, je peux dire, donc c'est le niveau A1, A2, donc c'est un français très facile, très simple. Mais pour la première fois, ils déploient d'autres mots, d'autres vocabulaires, un autre jargon ça sonne l'IA normalement, mais ça donne un peu plus de confiance lorsqu'ils sont toujours en train de verbaliser leurs propos, ou bien de verbaliser les arguments générés par l'IA. D'accord. Une Oui. dernière question pour ne frustrer personne, mais avec une Oui, réponse très rapide. oui, Donc, bien sûr, on vous remercie pour votre intervention. oui, Quels avec grand outils plaisir. de l'IA avez-vous intégrés pour améliorer les pratiques en ce qui concerne la motivation et l'oral, donc le choix des outils? Très bien. Alors, normalement, on avait choisi juste le fait de travailler avec Meta sur WhatsApp. Vu que les élèves et aussi vu que l'école, nous n'avons pas normalement de couverture d'Internet, donc ils avaient tout simplement l'IA, donc ils avaient Meta sur WhatsApp. Donc, et c'est là où ils posaient des questions et des promptings et par la suite, ils reçoivent la réponse. Donc, c'était du WhatsApp, c'était Meta. Voilà. Donc, ils travaillaient déjà Meta, c'est leur source mère. Pour tout, je ne m'adresse pas toujours en français, mais c'est pour toutes les matières. Je travaille toujours avec Meta. D'accord. Un très, très grand merci pour votre présentation, le dynamisme des réponses, l'intérêt des réponses. Voilà, on peut Merci vous beaucoup. applaudir. Un très, très grand merci. Et nous allons passer maintenant la parole à Mohamed Ghanimi, merci. Je vais vous présenter rapidement et je vous donnerai la parole pour 20 minutes et de nouveau nous aurons 5 minutes de questions. Alors, vous êtes doctorant en didactique du français dans la structure de recherche, recherche interdisciplinaire pour l'innovation en didactique et en capital humain à la faculté des sciences de l'éducation de Rabat à l'université Mohamed V, où vous avez obtenu un master de didactique du français. Vous êtes fort d'une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans l'enseignement, dont 10 années au primaire et 11 au secondaire qualifiant. Vous exercez actuellement comme professeur de FLE. Vos travaux de recherche s'inscrivent dans le champ de la didactique de l'oral, avec un intérêt particulier pour l'oral réflexif. Et vous êtes également à l'origine d'un salon artistique et littéraire en milieu scolaire visant à promouvoir l'expression orale, la créativité et l'engagement des apprenants au sein du lycée. Nous vous donnons la parole. Bonjour. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie tout d'abord de votre présence aujourd'hui et de la qualité en fait de cette organisation. Merci à vous, organisatrices et organisateurs, les participants, docteurs, doctorants. Merci de cette en fait de cette occasion qui m'est donnée de partager avec vous une réflexion issue de mon travail de recherche en didactique du français, en master et en doctorat. L'intitulé de ma communication, en fait, j'ai dû partager, désolé, j'ai dû partager quand même, voilà, le PowerPoint, voilà, partager. L'intitulé de ma communication, c'est euh, quels objets de l'oral enseignés en FLE en contexte hétéroglotte? Le dispositif reporting oral, le secondaire qualifié en marocain. Cet intitulé laisse savoir trois éléments intéressants, interdépendants, à savoir qu'en contexte marocain, l'oral ne peut plus être pensé comme un simple moment accessoire de la classe, ni comme un simple prolongement de l'écrit. Et il devrait être pensé, repensé, construit, explicité, travaillé en tant qu'un objet didactique à part entière. C'est dans cette perspective alors que j'ai conceptualisé, expérimenté un dispositif qui rime avec la thématique du colloque déjà, c'est innové, que j'ai nommé reporting oral
Au croisement de mon expérience d'abord de terrain en tant qu'enseignant, créateur et animateur aussi d'un salon littéraire et artistique au sein des établissements où je travaille, les observations de terrain, aussi les analyses menées dans le cadre de ma recherche. Passons d'abord, commençons par un premier constat. Le constat qui provient d'un malaise, c'est que il y a un fossé remarquable entre les prescriptions et les pratiques. Lorsqu'on dit prescription, on parle des textes officiels, à savoir la loi cadre 51-17, les orientations pédagogiques du cycle secondaire qualifiant de 2007, la vision stratégique 2015-2030, la nouvelle réforme du système éducatif qui se base principalement sur l'approche communicative et les approches actives de l'enseignement. Tous ces textes-là, voilà, donc donnent à l'oral une position centrale dans le système éducatif marocain. Et aussi dans le profil de sortie de l'élève, surtout au niveau secondaire qualifiant. Cependant, du côté pratique, on remarque que les pratiques enseignantes effectives sont toujours scriptocentriques. Ils se focalisent surtout sur tout ce qui est études littéraires, basées sur des extraits des œuvres intégrales programmées au cycle secondaire qualifiant, l'étude de langue et la production de l'écrit. Cela est dû bien sûr à la nature de l'examen en fait certificatif qui a une nature scriptocentrique aussi. Il se base surtout sur l'écrit. La conséquence est bien évidente et critique, c'est que l'élève parle peu, et s'il le fait, il le fait dans des situations intimidantes, sous pression, contrôlée, parfois sous forme d'activités qu'on pourrait juger de décontextualisées et ritualisées. Ce constat devient plus aggravé si l'on considère aussi le contexte marocain qui est marqué par une hétéroglossie structurante, à savoir que le paysage marocain est plurilingue où cohabite l'arabe dialectal, la darija, l'arabe classique, la mazir, avec toutes ses variétés régionales, le français et bien sûr l'anglais, l'espagnol en tant que langue étrangère. Cette variété linguistique, ce plurilinguisme constitue une richesse qui est montrée déjà dans les études, par exemple, de Boukous, de Benzakour, Yükselsson et d'autres chercheurs. C'est une richesse, oui, mais on ne peut pas négliger que cela aussi a des effets didactiques, en fait, néfastes en quelque sorte. C'est que le français, alors, il est considéré comme une langue scolaire, détachée et loin de la réalité des élèves, et voire même qu'il est détaché de leur commerce quotidien. En effet, l'absence de l'utilité va causer un désengagement de la part des élèves qui ne se sentent plus intéressés et impliqués par l'activité orale et du fait en effet du fait de l'enseignement-apprentissage du FLE de façon générale. Donc ça va causer une certaine insécurité linguistique, ce qui va nous pousser alors à revoir, repenser le climat de travail de l'oral en classe qui devrait être normalement sécurisant et sécurisé. En ce cas-là, donc, le plurilinguisme oblige à repenser la parole comme un passage d'abord possible, progressif, motivant et formateur, et non plus comme une activité contraignante et décontextualisée. Tous ces éléments alors nous poussent à, en fait, vont me permettre de vous proposer la problématique suivante. Quels objets de l'oral enseigner en FLE en contexte hétéroglotte et comment les didactiser de manière à soutenir l'engagement des élèves désengagés? Cela va nous pousser alors à revoir le statut et l'enseignabilité de l'oral en classe. Quels objets alors on va proposer? Et comment va-t-on les didactiser? Cette problématique est bien sûr accompagnée de plusieurs questions de recherche, à savoir quelles composantes de l'oral sont réellement enseignables au lycée, quels effets observe-t-on sur les compétences, la confiance, lorsqu'on dit compétences langagières, linguistiques, bien sûr sociales, cognitives, y compris la confiance et la motivation. Cela aussi va nous pousser à revoir aussi la formation des enseignants. Voilà, est-ce qu'elle est normalement, comment outiller les enseignants pour enseigner cet oral? Euh, voilà, donc pour répondre à ces questions, je me suis basé sur un cadrage théorique triptyque. D'abord, c'est que l'oral, il est considéré à la fois comme un médium, un outil d'apprentissage
C'est un outil aussi qui va nous permettre d'évaluer et de vérifier les savoirs des élèves. C'est ce qui était déjà démontré dans les études de plusieurs chercheurs, à savoir Chaban, Buchtan, Pietro, Werner, Campbell. Donc, plusieurs chercheurs qui ont montré que l'oral, donc, il a cette dimension en fait spontanée qui sert comme outil d'apprentissage. Il est aussi un outil, et ce n'est pas seulement un outil, mais c'est aussi un objet à part entière. Donc, en fait, c'est à ce niveau-là que qu'on peut peut-être parler des travaux de Schneuvely et ses collègues, c'est que l'oral devrait être un objet explicite qui fait une matière en tant que telle, une matière concrète. Ça, c'est le premier alors fondement théorique. Le deuxième fondement théorique, c'est l'approche actionnelle. On parle alors de Learning by doing, John Dewey. On parle aussi de l'apprentissage expérientiel, donc Kurt Lewin. C'est que les élèves devraient mettre la main à la pâte. L'élève doit accomplir les tâches finalisées, signifiantes, observables et motivantes. Le troisième fondement, c'est le social learning. On parle de Bandura. En fait, c'est en voyant un comportement être exécuté qu'on pourrait et qu'on parvient à l'intégrer en fait. C'est partir d'un modèle, l'observer de façon réfléchie pour pouvoir en fait intégrer ce comportement, ce modèle de communication d'oral. Voilà, donc c'est le social learning, et aussi c'est la théorie des genres. On parle de Schneuvely, Doll, Joachim, les genres oraux connus, l'exposé oral, l'interview, en fait, le débat argumenté et d'autres. Voilà. Euh, donc, pour répondre à ces questions, j'avais dit, donc, j'ai opté pour une posture, en fait, de praticien-chercheur. Une position en fait qui m'a permis de relier et de confronter les discours recueillis, les pratiques observées et l'expérience vécue dans une démarche qualitative, exploratoire, réflexive, basée surtout sur des outils méthodologiques, à savoir des observations en classe, des observations de classe, entretien avec six professeurs du français de différentes régions pour essayer en fait de prendre en considération cette hétéroglossie. Discussion avec des élèves, auto-observation, analyse réflexive. Le but, bien sûr, c'est d'essayer de déterminer les obstacles qui pourraient empêcher l'implication des élèves et essayer de proposer quelques leviers permettant de remobiliser la parole. Le dispositif maintenant. Donc, c'est dans cette continuité alors que j'ai élaboré mon dispositif intitulé reporting oral. Ce n'est pas une simple restitution orale mécanique, mais bien sûr une activité régulière, structurée, créative et formatrice. Donc, je me suis inspiré en fait pour bien présenter le dispositif sous forme d'étapes. Je me suis inspiré des processus proposés par Kurt Lewin et Bandura, les psychologues. Euh, donc, la première étape, ça va être une plongée dans une première expérience de la lecture. Donc, on parle de la lecture, la séance de la lecture. C'est grâce à la co-construction entre prof et élève du sens d'un texte littéraire qu'on va étudier dans la séance de la lecture. Bien sûr qu'on va utiliser des outils en fait qui vont favoriser l'oral spontané dans sa dimension spontanée, à savoir le cercle de lecture, le carnet de lecture, le débat interprétatif, lecture participative, lecture distanciée. Je parle de Jean-Louis Dufay. Donc, si on exploite alors cette séance de lecture comme un modèle d'observation, mais ce n'est pas une observation mécanique, mais observation réfléchie. Ça veut dire les élèves sont invités à se focaliser sur un thème, sur un modèle bien précis étudié pendant la séance de la lecture, observer de façon réfléchie ce modèle pour pouvoir quoi faire, pour pouvoir préparer leur répertoire oral hors classe et en groupe, d'où la dimension socio-affective et socio-cognitive en même temps. Donc, la deuxième étape, c'est l'étape de la préparation qui vient après une conceptualisation de ce qui a été perçu, reformulation de ce qui a été observé. Donc, les élèves alors vont organiser leurs idées, faire leurs choix, préparer leur répertoire oral en recourant à des genres oraux qui vont permettre de joindre l'utile à l'agréable.
À titre d'exemple, de genre oraux auquel on va faire recours, en fait, c'est une interview, peut-être une assimilation théâtrale, un tableau de peinture, une image mobile, une image immobile, peut-être, un exposé oral, un débat. Voilà, c'est plusieurs outils qui pourraient, en fait, qui fascinent déjà les élèves et qui vont les motiver. Et aussi, l'exploitation de l'oral spontané parce qu'il s'agit d'un travail hors classe en groupe. Voilà, donc ça va améliorer en quelque sorte la communication déjà et la prise de la parole. La troisième étape, c'est la restitution, c'est la phase de l'oral, la séance de l'oral proprement dite, c'est la phase de l'exposition du reporting oral. Et à ce niveau-là, on va aussi déterminer, ou bien on va en fait, on va euh, montrer la valeur aussi évaluative et réflexive de ce reporting oral. C'est que l'oral va nous permettre de vérifier et de contrôler les apprentissages déjà faits au niveau de la lecture et de la langue. Donc, c'est un outil réflexif. Après, on va en fait arriver à la dernière étape, la quatrième, c'est le feedback, c'est le retour, la prise de distance des apprentissages. C'est que les élèves alors vont prendre distance de ce qu'ils ont fait. Euh, et là, alors, on va constater généralement qu'il y a une motivation progressive des apprenants, d'où vient en fait le sentiment de self-efficacy, en fait, de Bandura. C'est la croyance en sa propre capacité, en fait, à faire une tâche ou bien à faire une action. En parlant même de l'agentivité du même psychologue Bandura. Donc, ça, c'est les étapes de mon dispositif. Pour bien expliciter la chose, je prends en fait l'exemple d'une séquence. C'est le chapitre 19 du conte philosophique Candide de l'optimisme de Voltaire, programmé en deuxième année du baccalauréat. L'enjeu du passage, c'est bien sûr un apologue de Voltaire contre l'esclavage, le portrait et le discours du nègre, la remise en question de l'optimisme, une focalisation faite sur le portrait et le discours du nègre parce qu'il va faire la matière, en fait, qui va alimenter le reporting oral. Là, en fait, c'est le point sur lequel les élèves vont se focaliser leur observation. Le principe, bien sûr, ici, il est évident du reporting oral, c'est qu'il a un principe de décloisonnement évident. C'est que la lecture va nous permettre d'alimenter, de nourrir la réflexion qui va permettre aux élèves de produire, de préparer leur reporting oral dans sa dimension spontanée, bien sûr, l'oral. La langue va outiller cette présentation. Cette préparation du reporting oral. C'est là où apparaît surtout la dimension scripturale, voire formelle de l'oral. Bien sûr, tout cela, voilà, donc ça va être un point de départ pour bien prolonger l'apprentissage à l'écrit et faire une production écrite. L'enchaînement, il est évident ici à partir de cette séquence. C'est que dans la lecture, normalement, on va comprendre la visée critique du texte, surtout en se focalisant sur le portrait du nègre. Donc, la langue, on va outiller la parole, bien sûr, grâce à un travail sur le registre polémique et ses outils. Et après, c'est la séance de l'oral proprement dite où les élèves vont présenter leur reporting oral. Ils vont présenter, justifier, défendre, réfuter. Et là, déjà, c'est des éléments en fait, de base des objets oraux qu'on va choisir, en fait, et expliciter. Après, le prolongement, ça va être peut-être un réquisitoire contre l'esclavage. Donc, pour bien, en fait, préciser, en fait, la présentation, ou bien l'articulation, surtout le mécanisme de ce reporting oral, je vais me focaliser sur la séance de l'oral. Voilà. Dans cette activité alors orale proprement dite, les élèves sont invités à présenter une image du nègre. Je dis bien une image du nègre. Donc, ils vont alors faire une lecture donc, issue de la lecture déjà faite. Ils vont justifier leur choix. Ils doivent faire des choix déjà précis concernant les formes, les lignes, les couleurs, le plan, les postures, la légende, la position même du nègre, la position du personnage. Donc, le but, l'image va être bien sûr un prétexte. Ce n'est pas un objet, en fait, un objet en tant que tel. Donc, loin d'être un objet esthétique,
Il est surtout argumentatif en amont et évaluatif formateur en aval. Les élèves doivent alors défendre leur point de vue, réfuter celui d'un autre groupe, écouter les contre-arguments, apprendre à se mettre à la place d'autrui, d'où l'empathie. C'est ici alors que l'oral devient un véritable objet d'enseignement. Il mobilise la structuration du discours, introduire, développer, conclure, la prise de la parole, l'interaction, la réfutation et surtout la dimension non verbale de la communication. C'est la partie cachée de l'iceberg de l'oral. C'est la plus intéressante. La dimension para, pré, péri, supra, infraverbale. Elle est très intéressante alors de la prendre en considération. Et ce reporting oral va nous permettre de travailler sur cette dimension en fait non verbale de l'oral. Il est aussi corporel. L'oral, alors, n'est pas seulement verbal, il est corporel, relationnel et interactionnel. C'est pourquoi enseigner l'oral suppose alors d'élargir notre regard didactique au-delà de la seule correction phonétique ou de bien de la seule verbalisation de textes écrits. Voilà, donc Il vous reste concrètement, 3 minutes si vous voulez conclure, s'il vous plaît. voilà, donc normalement j'ai dû en fait présenter les effets, mais voilà. Euh, Justement, en fait, toutefois, il faut. Voilà, donc je vais passer directement. C'est combien de minutes, en fait, s'il vous plaît? Il vous reste 3 minutes. Vous pouvez Trois conclure minutes. Voilà. si Donc, vous je vais voulez. parler en Merci fait bien. des effets peut-être et après je vais conclure. Voilà. Concrètement, la séance s'organise en 3 temps, hors classe, donc hors classe et en classe, et bien sûr la séance proprement dite de l'oral. Je peux passer alors aux effets, peut-être les effets. Les effets observés sont particulièrement encourageants. Sur le plan langagier, on constate une fluidité plus grande, une meilleure cohérence du discours, un enrichissement lexical progressif. Sur le plan émotionnel, la prise de parole devient moins anxiogène. Les élèves alors osent davantage parler, se tromper même, reformuler, recommencer, puis affiner leurs propos. J'ai également observé un effet important sur la motivation. Lorsque l'élève sait que sa parole a déjà une fonction et un sens, une place et un public, il devient davantage acteur. Donc, là, on va remarquer le passage d'un sujet à un acteur. L'élève est acteur de ses apprentissages, c'est la gentilité déjà. La nature du genre offre alors une occasion fascinante à l'élève pour s'impliquer dans la tâche orale, vu son caractère divertissant. Bien sûr, j'ai déjà parlé de slam, chanson, interview, jeu de rôle, image numérique, peut-être assimilation théâtrale. C'est les formes que pourrait prendre ce reporting oral. La classe devient alors un espace de sécurité langagière, d'encouragement mutuel entre pairs et enseignants aussi, et d'apprentissage et du plaisir partagé. Le rôle de l'enseignant reste bien sûr un rôle de médiateur, de facilitateur dans ce cas-là. Donc, les limites, bien sûr, c'est que toutefois, il faut le dire clairement, le dispositif n'est pas sans limite. Il demande du temps, une préparation sérieuse et une forte disponibilité pédagogique. Dans les classes nombreuses, l'accompagnement individualisé devient difficile. De plus, l'oral reste généralement faiblement outillé sur le plan d'évaluation et encore sur le plan réflexif. C'est pourquoi la formation des enseignants alors me paraît centrale. Il faut des repères pour didactiser l'oral, pour construire des grilles d'évaluation adaptées pour penser aussi des dispositifs réguliers qui ne soient ni décoratifs ni exceptionnels. En d'autres termes, enseigner l'oral repose sur une véritable culture professionnelle. Pour conclure, en fait, donc là, je vais reciter, je vais redire des idées centrales que j'ai déjà citées. C'est qu'en contexte hétéroglotte, enseigner l'oral
formelle suppose d'exploiter l'oral spontané, de choisir des objets précis et enseignables, puis de les inscrire dans des dispositifs qui donnent du sens à la parole. Enseigner l'oral, ce n'est pas faire parler, c'est amener à construire son discours. Le reporting oral permet de faire de l'oral un lieu de construction discursive, cognitive et sociale, et d'articuler lecture orale et écriture dans un principe de décloisonnement pour donner sens aussi aux apprentissages, tout en redonnant à l'élève une place active, confiante et créative. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. J'en profite pour vous applaudir. Alors, nous n'avons pas encore de questions. Peut-être on a le temps pour une question. Ah, voilà, nous en avons une. Je me permets de vous l'oraliser. Alors, lors du passage de la lecture à l'oral, les apprenants préparent-ils le reporting en amont ou est-ce qu'il s'agit d'un oral spontané? Il prépare quoi? Est-ce qu'ils préparent le reporting en amont ou est-ce qu'il s'agit d'un oral spontané en situation? Généralement, la séance de lecture va être une première expérience, une plongée en fait. Ils vont faire une plongée comme une première expérience. La lecture va servir en fait comme un point de départ pour préparer le reporting oral. Parce qu'ils vont faire une certaine restitution réfléchie de ce qui a été enseigné pendant la séance de la lecture. Donc, le point qu'ils devraient observer existe dans les discussions qu'on va faire pour construire le sens du texte. C'est ça alors. Donc, la lecture n'est qu'un point de départ pour préparer, pour donner un point en fait. Je ne sais pas en fait. C'est l'inspiration, le point qui va inspirer les élèves pour préparer le reporting oral hors classe en groupe. Et là, c'est des éléments en fait qui vont motiver l'apprentissage en fait, et surtout l'exercice de l'oral, dans sa dimension spontanée, parce que je ne vais pas être contraignant en expliquant un texte littéraire, en co-expliquant un texte littéraire. C'est surtout le français spontané qui va en fait dominer dans la séance de la compréhension de l'écrit. C'est ça. D'accord, merci beaucoup. Je Est-ce vous en prie. qu'on ne frustre personne si on arrête là les questions pour gagner un petit peu de temps et donner la parole à notre dernier intervenant? Oui, ça irait comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous applaudissons. Merci. Et Merci à vous. maintenant, nous allons accueillir Jordan Souchet. Donc, je vais oraliser sa biographie que vous découvrez. Donc, Jordan Souchet, vous êtes docteur en sciences du langage, spécialisé en didactique du FLE. Vous êtes affilié à l'UR, l'humain, langage, humanité, médiation, apprentissage, interaction et numérique de l'Université Paul Valéry à Montpellier. Vos travaux visent à relier l'épistémologie du corps et du rythme, la phonétique expérimentale, la multimodalité, les approches par corps et la didactique du FLE dans une perspective critique et interdisciplinaire qui situe le rythme dans le continu corps-langage. Votre thèse intitulée S'approprier le rythme du français parlé en didactique du FLE vers une démarche poétique et proprioceptive en co-tutelle avec l'Università di Roma, la Sapienza, explore les conditions d'une didactique du rythme en mouvement en valorisant le corps apprenant qui invente et s'invente dans et par le rythme du discours. Nous allons diffuser la vidéo. Et ensuite, nous aurons 5 minutes de questions pour vous. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une communication sur le rythme didactique du FLE, où je vais pouvoir développer quelques réflexions et recherches effectuées lors de ma thèse de doctorat réalisée à l'Université de Montpellier Paul Valéry en co-tutelle internationale avec la Sapienza de Rome et soutenue en décembre dernier. Étant donné que le rythme est omniprésent dans nos sociétés contemporaines, mais paradoxalement délaissé en didactique du FLE, j'ai volontairement choisi de poser une question très large dans mon titre, afin de sensibiliser à un sujet plus complexe qu'il n'y paraît, et de proposer et d'entrevoir une voie qui s'est construite progressivement. Cette présentation va suivre 8 étapes, de l'introduction à la problématique, des conceptions du rythme à la dimension multimodale, des démarches proposées au corpus et à la méthodologie,
puis les résultats de 2 études que j'ai effectuées en Italie, avec une conclusion et une petite bibliographie. Pourquoi le rythme? Tout simplement parce qu'apprendre une langue étrangère, c'est aussi et avant tout changer de rythme, subir une sorte de recyclage rythmique et intonatif. Pour Michel Billière, entrer dans une langue étrangère, c'est entrer dans un rythme étranger. Malgré ce constat, le rythme est marginalisé en didactique du FLE, ce qui s'explique peut-être par une méconnaissance du rythme. Si vous demandez à vos étudiants, voire même à des enseignants qui n'ont pas été formés, ils ne seront pas capables de vous dire quel est le rythme du français. Par ailleurs, il est difficile de percevoir le rythme, étant donné qu'il repose sur de l'énergie articulatoire et non pas acoustique. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'accent tonique en français, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois. Et c'est peut-être pour cela que les Français auraient tant de mal à apprendre des langues étrangères. Je laisse le débat ouvert. De plus, le rythme est une composante fondamentale au cœur de l'acquisition et de l'activité langagière, puisque sans rythme, il n'y a pas de langage ni de sens. Ce qui veut dire que lorsque nous parlons, il y a toujours du rythme. Par ailleurs, le rythme est indissociable du corps. La parole, c'est du mouvement, car elle intègre à la fois la micromotricité des organes phonatoires et la macromotricité de l'ensemble des mouvements du corps. Enfin, le rythme est indispensable pour s'approcher des usages réels du français parlé et possède de multiples bénéfices en didactique, comme des améliorations sur la production des aspects segmentaux, la mémorisation des structures morphosyntaxiques, la compréhensibilité, la diminution de la charge cognitive, la confiance en soi et le plaisir, très important, pour n'en citer que quelques-uns. C'est pourquoi il faut aller au-delà des impressions subjectives et des idées reçues, notamment cette métaphore très séduisante et très reprise de musicalité de la langue, qui crée une hiérarchie entre les langues jugées chantantes, agressives, et les langues jugées monotones et sans rythme, ce qui est en soi paradoxal, et qui renvoie davantage à des idéologies linguistiques, voire à des représentations discriminantes, plutôt qu'à une description rigoureuse et linguistique du rythme, sans renier les bénéfices de la musique en FLE et les points communs qui existent avec la parole. D'où ma question, à quel rythme se vouer, qui recouvre 3 enjeux distincts. Un niveau épistémologique, quel rythme viser, un rythme natif, mais quel natif puisque le terme en lui-même est problématique, l'intelligibilité, reprise dans le DELF et très subjective dans ce contexte, souvent confondue avec la compréhensibilité, qui n'est pas seulement le fait de comprendre, mais l'effort cognitif pour comprendre, l'accent, mais de quel accent parle-t-on, puisque le terme est polysémique et que nous avons tous un accent, au risque de favoriser certains au détriment d'autres. Un enjeu linguistique, comment analyser le rythme, sur quel corpus, contrôlé ou spontané, avec quelle méthodologie, quantitative, qualitative, en prenant en compte quels critères et mesures. Un enjeu didactique enfin, comment l'enseigner, selon quelles notions, méthodes, quel exercice. Il y a finalement très peu d'exercices sur le rythme qui sont proposés ou qui ont vraiment fait leur preuve sur le long terme, même s'il faut mentionner la méthode verbotonale qui, dès ses débuts, a donné la priorité au rythme et au mouvement corporel. Pour mieux comprendre ces enjeux, il faut revenir à l'Antiquité où s'oppose le rhythmos mouvant d'Héraclite, avec la fameuse métaphore du fleuve, au schéma fixe de Platon, basé sur la répétition à intervalles réguliers de l'ordre dans le mouvement, d'après l'observation des vagues de la mer, comme le justifierait l'étymologie rein, qui signifie couler. Or la mer ne coule pas. En somme, un rythme figé et idéalisé, car avant d'être linguistique, cette notion reprise de la rhétorique est métaphysique, le microcosme des êtres humains imparfaits devant se rapprocher du macrocosme parfait des cieux. On voit encore les traces de cet héritage, puisque dans les premières classifications du rythme au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on va considérer qu'il existe une isochronie entre syllabes ou accents, tandis que l'isochronie des syllabes en français a depuis été invalidée au niveau expérimental dans les années 80. Et puis, toujours cette idée de musicalité à partir de ces impressions, malgré les progrès de la phonétique expérimentale. Pike, en 1940, considère que le rythme du néerlandais et de l'anglais s'apparente au morse, alors que l'espagnol et l'italien ressemblent au bruit des mitraillettes. Contexte oblige. Il y a donc une confusion notable tout au long de l'histoire avec la métrique et la musique, restreint à une alternance régulière de temps forts et faibles. Ce qui fait qu'en didactique, on a tendance à réduire le rythme à de l'écrit oralisé et à la dimension sonore. Par exemple,
Dans le modèle FLE souvent préconisé, on fait correspondre les groupes rythmiques aux groupes syntaxiques et sémantiques préétablis. Dans le manuel de phonétique progressive niveau B2C1, on voit un exemple de segmentation où l'on affirme que un après-midi, je vous ai vu dans une rue, constitue un découpage impossible car la division en groupes rythmiques doit respecter la logique de la phrase, d'autant qu'on ne distingue pas phrase et énoncé. Tout cela constitue à mes yeux des obstacles épistémologiques. C'est pourquoi je propose, comme Henri Méchonic, de repartir de la conception antique, la manière particulière de fluer des philosophes atomistes, étant donné que le rythme est un point de vue en évolution permanente et qu'il faut renouveler la notion pour mieux s'approcher du rythme du discours. Le discours, considéré comme l'organisation de ce qui est en mouvement dans le langage. On peut alors redéfinir le rythme comme l'organisation du mouvement de la parole selon Desson et Méchonic. Dans ce cadre, je propose un rythme multimodal et coordonné. Parce que la parole est multimodale, elle intègre la dimension vocale, verbale et posturo-mimo-gestuelle, où le rythme est présent dans chaque dimension. Elle dépend du discours et des locuteurs, qui vont co-construire leur rythme lors de l'interaction sur la base du rythme linguistique commun. En français spécifiquement, l'accentuation est originale, puisque nous parlons par groupe rythmique ou mot phonétique, qu'on confond souvent, mais à ne pas confondre avec les groupes de souffle et les unités intonatives délimitées par les inspirations. Ainsi, à la différence de l'accent lexical, nous produisons un accent final de groupe, prioritaire à enseigner, toujours sur la dernière syllabe du groupe. Mais la composition du groupe n'est jamais déterminée à l'avance, ce qui rend cette accentuation difficile à prédire, car elle peut potentiellement toucher n'importe quel mot et syllabe situé dans cette position. De plus, la gestualité coverbale, impliquée dans la parole, participe activement au rythme, notamment les gestes de battement, mais pas que, qui sont des mouvements d'avant en arrière, de la tête ou des mains, synchronisés avec l'accentuation prosodique. Et il existe, selon Cummins, une relation de phase temporelle coordonnée entre les gestes articulatoires, la parole et le contexte, qui renforce la notion de timing relatif par rapport à un ordre figé basé sur le temps de l'horloge. C'est pourquoi je propose que le rythme soit également considéré comme une organisation multimodale coordonnée du mouvement du discours. Pour opérationnaliser cette conception, j'ai développé une démarche à la fois poétique et proprioceptive. Poétique parce qu'elle tient compte de l'originalité du rythme des énoncés de chacun, en partant de productions réelles et spontanées. Proprioceptive parce que la proprioception participe activement de l'organisation du mouvement du corps, communément appelé le sixième sens. L'objectif est donc double. Analyser linguistiquement l'organisation rythmique spécifique du discours et coordonner le corps apprenant avec la langue étrangère visée. Pour illustrer mon propos, je vais vous présenter deux études complémentaires, menées auprès d'apprenants italophones, puisque l'italien est une langue très proche du français, mais avec un rythme linguistique très différent, avec dans les deux cas 4 locuteurs francophones de l'Université de Nîmes comme groupe de référence et 8 apprenants italophones analysés. J'ai fait passer un pré-test et un post-test de type DELF oral niveau A2, puisque les niveaux étaient hétérogènes et pas toujours fiables, en ajoutant une tâche de lecture dans la deuxième étude pour avoir une condition plus contrôlée. Dans la première étude, les tests et les ateliers ont été divisés en deux, en présentiel, puis en ligne. Pour éviter les écueils de la première, j'ai augmenté les tâches, les conditions et les modes d'intervention. Au total, environ 8 ateliers ont été proposés selon la participation pour chaque groupe et étude. Et malgré des extraits d'énoncés assez courts, j'ai analysé plus de 12 216 syllabes pour les deux études. Les ateliers de l'étude 1 visent à mieux connaître les caractéristiques du rythme et du français parlé. En présentiel, on va travailler sur la segmentation et l'accentuation avec des groupes rythmiques de plus en plus longs et des gestes coordonnés. En distanciel, on va comparer les prestations filmées francophones, italophones, transcrire, observer et discuter de ces productions avec ses pairs. Une fois les données récoltées, j'ai procédé à une analyse multimodale superposée qui m'a permis de comparer les prescriptions avec les réalisations.
j'ai repris et élaboré des critères et des indicateurs, des mesures prosodiques, temporelles, segmentales, que je ne vais pas exposer ici, et des alignements permettant de vérifier la coordination entre prosodie, gestuelle, morphosyntaxe et disfluence. Concrètement, une analyse acoustique perceptuelle pour identifier l'accent final de groupe et les disfluences, souvent délaissées et pourtant omniprésentes à l'oral, qui sont parfaitement normales. J'ai librement choisi de ne retenir que les et d'hésitation, les mots non accentuables comme les mots dits grammaticaux, articles, déterminants, prépositions, et les schwas en position finale. Les apex des gestes coverbaux, c'est-à-dire le point culminant du geste, par exemple lorsqu'il est le plus en avant, et le découpage morphosyntaxique coïncidant avec le dernier mot lexical dit accentuable, nom, verbe, adjectif, adverbe, sans tenir compte ici des segments annotés comme disfluents. En ce qui concerne les résultats de la première étude, les disfluences baissent fortement de 30 points au post-test. On peut relativiser car le post-test était en ligne et la tâche prévisible. Donc les disfluences tendent à diminuer mécaniquement. Mais c'est néanmoins un bon résultat qui passe même en dessous du niveau des francophones. L'alignement syntaxique régresse légèrement, ce qui n'est pas très surprenant puisqu'il n'a pas été travaillé explicitement. Au niveau des apex sur les syllabes accentuées, ça a augmenté en se rapprochant un peu des valeurs des francophones, même s'il y a encore une marge de progression. Si on va dans le détail, les apex à l'intérieur des unités intonatives montrent d'énormes progrès, plus 23 points, et de très légers progrès en fin d'unité, ce qui est plutôt encourageant et montre qu'une certaine coordination se renforce. Concernant les apex sur disfluence, au niveau intra-unité intonative, ils diminuent, allant même en dessous des francophones. En fin d'unité intonative, en revanche, ils augmentent. Mais là encore, comme les disfluences ont largement diminué, il suffit de quelques apex placés lors des disfluences pour proportionnellement augmenter ce score. Pour la deuxième étude, j'ai ajouté une contrainte visuelle avec masque lors des tests, permettant d'activer davantage le rôle de la proprioception et de la coordination. Et j'ai divisé les participants en 4 groupes. Un groupe témoin, prosodique, gestuel, où je faisais des gestes facilitateurs un peu à la manière de la méthode verbotonale, avec scansion syllabique et glissando, et un groupe proprioceptif sur le modèle de Comparons nos langues de Nathalie Auger. Je faisais visualiser et coordonner l'accentuation en comparant avec la langue source, ici l'italien, pour imaginer comment accentuer un énoncé aussi bien prosodiquement que gestuellement. Au pré-test, tous les groupes italophones présentent un alignement syntaxique inférieur aux francophones et des disfluences nettement plus élevées. Le groupe proprioception fait déjà exception avec les disfluences les plus basses. Au post-test, seul le groupe proprioception réduit significativement ses disfluences, tout en rapprochant son alignement du niveau francophone, là où les autres groupes stagnent autour de 60-70%, avec des disfluences qui restent élevées. La densité globale d'apex sur syllabes accentuées est comparable entre groupes au pré-test, autour de 50-65%, mais le masque l'a fait chuter dans presque tous les groupes, signe d'une coordination encore dépendante du retour visuel. Au post-test, le groupe proprioception est le seul stable sous masque, confirmant un meilleur ancrage interne du geste sur les positions accentuelles. Le taux d'apex réalisé sur des syllabes accentuées à l'intérieur des unités intonatives est l'indicateur ici le plus discriminant. Au pré-test, tous les groupes italophones y sont nettement inférieurs aux francophones, 62-66% contre 84%, avec de fortes chutes sous masque. Au post-test, le groupe proprioception progresse le plus sur cet indicateur, et les apex sur l'accent final restent très élevés pour tous, entre 79 et 100%, confirmant que la clôture prosodique est globalement bien respectée au niveau gestuel. En revanche, l'apex sur les disfluences finales est l'indicateur le plus révélateur. Au pré-test, les italophones apexent massivement leurs hésitations finales, 65-90%, là où les francophones n'en font que 26%. Au post-test, le groupe proprioception descend à 12,5%
en dessous même des francophones en condition sans masque, signifiant que le geste ne suit plus les disfluences, mais s'ancre sur la structure prosodique. Il y a certes une augmentation extrême avec le masque, mais elle peut être relativisée du fait d'un nombre très restreint de disfluences par rapport aux autres groupes. Pour vérifier l'influence du rythme sur la compréhensibilité, j'ai réalisé une évaluation perceptive. J'ai sollicité 8 juges expertes en FLE, exclusivement des femmes, qui ont dû juger sur une échelle de Likert de 1 à 9 les extraits des deux études, en précisant bien que le but n'était pas d'évaluer la correction grammaticale, du lexique, l'accent dit étranger ou la qualité du son, mais uniquement la facilité globale de compréhension. Dans l'étude 1, les trois groupes se situent dans une fourchette étroite, entre 7,23 et 7,84. Le rythme des apprenants ne compromet pas du tout la compréhensibilité qui, par ailleurs, n'atteint pas le maximum chez les francophones. La progression modeste entre pré- et post-test est cohérente avec des gains prosodiques locaux réels et une meilleure coordination. Le resserrement de l'écart type indique également un rapprochement des profils, bien qu'il reste plus élevé que celui des francophones. Il faut aussi mentionner que les experts ont indiqué avoir été un peu plus stricts sur les premiers extraits, ceux correspondant aux francophones puissent être assouplis, ce qui confirme que la compréhensibilité est un phénomène relatif où l'habituation compte beaucoup. Pour l'étude 2, le groupe proprioception est le seul à maintenir un score élevé et stable entre pré- et post-test, quasi identique aux francophones autour de 8,56. Les groupes prosodie et gestuels régressent au post-test avec une forte variabilité, tandis que le groupe contrôle reste plus bas. La convergence entre données prosodiques, gestuelles et perceptives valide la supériorité transversale, si l'on peut dire, de la condition proprioceptive, même s'il faut noter que certaines expertes maîtrisant l'italien ont relevé que cela pouvait influencer positivement leur jugement de compréhensibilité. Pour conclure, au-delà des échantillons limités, des limites que j'ai peu évoquées mais qui n'ont fait qu'enrichir mes réflexions, ce travail et ces deux études me permettent d'esquisser 5 perspectives. Premièrement, le rythme est incontournable avec la corporéité et doit être fondé sur l'analyse de la parole en contexte écologique, pas sur des modèles abstraits, en intégrant la coordination multimodale. Deuxièmement, il doit être abordé selon les besoins et les objectifs, en déterminant les facteurs essentiels plutôt qu'en appliquant une grille universelle censée incarner un rythme natif ou harmonieux. Troisièmement, l'objectif n'est pas un rythme préétabli et répétitif, mais une stabilité dynamique adaptée au français parlé, aux circonstances et à chaque individu. Un rythme situé, mouvant, spécifique. Quatrièmement, développer et valider des exercices et des outils personnalisés qui permettent aux apprenants d'accéder aux informations les plus pertinentes concernant leur rythme, notamment grâce à l'IA, donc si certaines personnes sont intéressées, je suis ouvert à la discussion. Cinquièmement, la recherche doit s'étendre à d'autres langues, d'autres publics, d'autres contextes, et croiser données spontanées et contrôlées avec des évaluations perceptives à plus grande échelle, en cherchant sans cesse à s'approcher des usages réels. Si vous souhaitez plus de références et de détails, ma thèse est normalement disponible sur HAL et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à m'écrire pour que je vous la transmette. Je vous remercie de votre attention. Je remercie doublement les organisateurs et organisatrices qui ont fait un travail formidable. Ou shukran jazilan ou baraka Allah fikum. Un grand merci pour votre communication. J'en profite pour vous applaudir. J'attends de vous revoir, je crois, pour pouvoir vous poser des questions. Nous avons peut-être le temps pour une, deux questions. Voilà, je vous retrouve. Merci. Alors, nous avons deux questions dans le chat et je pense que je peux les fusionner. En fait, elles concernent toutes les deux un type de public qui n'aurait pas de prérequis, qui aura un accent, une anxiété langagière. Est-ce que
comment est-ce que vous voyez votre approche par rapport à ces spécificités pour ce type de public? C'est une très bonne question. Je pense que c'est le plus délicat, c'est de rentrer dans la langue, surtout quand on n'a pas de base véritablement. Donc je pense que dans un premier temps, mais comme ça a été dit déjà précédemment par mes collègues, c'est de créer un cadre, de sécurité où chacun se sent, déjà accepté et à sa place. Donc je pense que pour favoriser ça, c'est très important de s'intéresser aux apprenants en connaissant déjà leurs spécificités langagières, leurs intérêts, pour pouvoir, justement, un petit peu, comme je le mentionnais déjà, lors de ma présentation, faire comme, dans «Comparons nos langues», que j'aime beaucoup, de Nathalie Auger, c'est-à-dire, bah, d'utiliser leurs ressources, ce qu'ils connaissent déjà, pour justement les amener, vers le français et ne pas les considérer comme des ignorants, au contraire, comme, des personnes qui savent déjà plein de choses, mais, voilà, qui doivent, réussir grâce à notre aide et à notre accompagnement, à pouvoir faire des liens justement avec, la langue visée. Donc, voilà. Après c'est une question qui est tellement vaste, qui dépend tellement du contexte. Voilà, j'aurais pas la prétention de rentrer dans les détails, mais, ça me semble très important de véritablement, prendre en compte, les particularités des apprenants. Merci beaucoup. Je vais relancer pour savoir si nous avons une dernière question. On va attendre quelques minutes, enfin quelques secondes, pardon. Non, pas d'autres questions sur les différents environnements. Heu, je sais qu'on est un petit peu en retard, mais peut-être pour rebondir sur la question précédente, vous avez donc travaillé plutôt avec un public, italophone dans l'étude que vous avez menée. Donc par contraste, qu'est-ce que ce public italophone apportait à votre démarche par rapport au public dont vous venez de parler, qui aurait besoin d'une médiation peut-être plus importante pour passer de l'inconnu à du connu? Alors justement, c'est intéressant le public italophone parce que, bien souvent, en ce qui concerne les transferts linguistiques, on a plutôt tendance à partir de publics anglophones, et pas italophones justement au français. Alors que ce sont des langues romanes, donc très proches et donc a priori, il y a pas de difficulté. Sauf qu'en ce qui concerne le rythme, eh bien l'italien a un rythme assez particulier qui par ailleurs est très, très apprécié, en France et dans le monde, je pense, qui a, des préjugés ou des représentations plutôt positives, mais qui est aussi très caricaturé, au niveau du rythme et au niveau de la gestuelle. Puisque bien souvent, il y a un proverbe, je crois que c'est Jean Cocteau, qui disait que les Italiens sont des Français de bonne humeur, ce qui résume assez bien, la chose. Donc là, ce qui était intéressant pour moi, c'était de voir finalement, est-ce que c'est si vrai que ça? Est-ce qu'ils vont avoir tendance à alors au-delà de l'aspect quantitatif, de plus gestualiser, mais comment ils vont gestualiser? Et ce dont je me suis rendu compte, alors évidemment, il faut remettre dans son contexte, on est face à des apprenants universitaires, c'est pas, n'importe quel public dans le sens où, bah, c'est un public assez, «facile» entre guillemets pour la recherche, parce que généralement ils font ce qu'on leur dit, et donc voir, comment, ça va comment ils vont réagir justement, au niveau gestuel, au niveau rythmique. Et là, on peut voir que, bah, finalement, il y a, ils sont pas forcément plus expansifs, ou plus, comment dire? Volubiles comme on pourrait le croire. Et d'ailleurs, ce qui est le plus enfin moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est aussi les représentations du rythme parce que bien souvent, on a tendance à dire que l'italien a un accent chantant et le français, bah, c'est monotone, c'est limite, ennuyeux, en tout cas pour nous, Français francophones. Alors que lorsqu'on s'intéresse aux représentations des apprenants, mais je l'ai aussi vécu vis-à-vis des apprenants hispanophones, eh bien, on se rend compte que pour eux, le français, c'est pas forcément une langue, monotone. Au contraire, c'est une langue très rythmée, et il y a beaucoup, de choses, voilà, de ce côté-là, de d'éléments à tenir compte et il faut vraiment apprendre à se décentrer nous-mêmes en tant qu'enseignants, de nos propres représentations. Et pour finir juste là-dessus, moi-même, je considérais que l'italien était une langue à accent tonique,
donc surtout déterminé par son intensité. Mais lorsque j'ai fait mes recherches, j'ai vu le décalage justement entre le discours didactique et le discours linguistique, où lorsque on regarde les recherches en linguistique, des recherches italiennes, eh bien on s'aperçoit qu'en fait c'est aussi un accent de durée. C'est juste qu'il est différent, mais majoritairement on a un accent de durée en italien. Donc voilà, donc ça permet aussi de déconstruire nous-mêmes nos propres représentations des langues et comme je disais, s'intéresser aux caractéristiques langagères, rythmiques des apprenants. Merci beaucoup, un très grand merci. Merci Je à vous vous. apprécie encore une fois. J'en profite pour remercier nos trois intervenants ce matin et toutes les questions que vous avez posées, donc tous les participants. Nous avons une pause, donc je regarde Iman rapidement jusque 12h50, je crois. Voilà, donc à très bientôt, à tout à l'heure en ligne et merci encore. Merci, oui, on va procéder à la pause. À tout à l'heure. Bon appétit, enfin pour ceux qui déjeunent. Et merci à tous.